Je rappelle que la base salon, mais ça va vous l'être présenté tout de suite, était un petit peu à l'origine de cette journée d'études que nous avions imaginée et pour laquelle nous avons voulu convier un certain nombre de chercheurs pour entourer justement cette expérience assez extraordinaire menée sur une dizaine d'années, je crois, et que vont nous présenter d'abord les partenaires avant de pouvoir convier également des utilisateurs qui vont nous livrer leur expérience sur cette base salon qui répertorie les catalogues, livrets de salon sur une très large période. Et c'est Ophélie Ferlier, conservateur au musée d'Orsay, chargé des peintures, des sculptures, qui va modérer cette table ronde. Et je lui laisse la parole et je la laisse présenter les différents participants. Merci beaucoup. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer le lancement sur Internet de cette base de données consacrée aux livrets de salons et expositions de groupes depuis les origines, on pourrait dire, jusqu'à 1914. C'est une base qui a été créée donc, par Catherine Chevillot et Georges Vigne. Ils vont vous parler de la conception de la base, de sa création et de sa philosophie. Nous voulions en préambule vous dire que cette base a fait l'objet d'une collaboration vraiment très, très importante dès sa création avec l'Institut national d'histoire de l'art, d'où la présence d'Antoinette ici, et aussi grâce au soutien du ministère de la Culture et de la Communication, très actif, et c'est toujours le cas et on s'en réjouit. Donc je laisse la parole à nos deux partenaires pour un petit mot introductif. Antoinette. Voilà. Très rapidement, ce type de projet m'a tout de suite semblé un des projets que devait soutenir l'Institut national d'histoire de l'art, dans la mesure où c'est justement un projet collaboratif, un projet fédératif, faisant intervenir différents partenaires et ayant pour but la réalisation de quelque chose que chacun d'entre nous utilise et aurait souhaité avoir à sa disposition, mais que personne ne peut réaliser seul. Donc l'INHA a apporté là-dedans une petite pierre, qui a été le recrutement d'abord de Georges Vigne, qui a été pensionnaire à l'INHA pendant 4 ans, et puis ensuite la mise à disposition d'un jeune chargé d'études qui a travaillé à la saisie des notices et à la vérification des catalogues pendant la période où elle, puisque c'était une jeune femme, a été à l'INHA. Et je ne peux que me réjouir que l'on arrive enfin à la mise en ligne de cette base et donc à rendre son utilisation possible par le plus grand nombre de chercheurs. L'INHA a peut-être apporté aussi son regard informatique, puisque nous sommes assez pointus dans ce domaine. Et je sais qu'il y a eu de nombreuses discussions entre Ophélie et le service de l'INHA pour mener à bien le projet. Merci. Alors, moi, je représente le service des musées de France, sous direction des collections, et je dirige le bureau des acquisitions, de la restauration, de la conservation préventive et de la recherche. Je voulais remettre ce soutien financier de la direction des musées de France, d'abord à partir de 2006, puis du service des musées de France à partir de 2010, par l'allocation annuelle d'une subvention de 20 000 € à ce projet Base Salon, dans l'action un petit peu générale du bureau que je dirige et du service des musées de France, puisque nous aidons les musées et les laboratoires de recherche selon 3 axes. D'une part, les moyens de la recherche, c'est comme ça qu'on peut aider des laboratoires de restauration à acquérir des appareils de rayon X, par exemple. Les moyens, la recherche elle-même, ensuite menée soit par les musées, justement en aidant aussi les NHA dans ce programme de recherche qui permet à des conservateurs territoriaux de venir 3 mois à Paris, mais également de soutenir la recherche menée au profit des musées et avec leur collaboration par le CNRS ou encore par des universités, exemple Lille 3 ou d'autres, et enfin par la publication de la recherche, c'est-à-dire des publications électroniques en ligne, les catalogues raisonnés de musées en ligne, des publications papier, articles, revues et également catalogues d'expositions et également des colloques. Et donc notre soutien à la base Salon, il s'explique de cette façon, à la fois parce qu'il y avait une recherche et également parce que
il y avait une perspective de diffusion de la recherche grâce à l'ouverture, la mise en ligne de cette base salon. J'ajouterais, c'est un petit peu en dehors du sujet base salon, mais je pense que c'est important pour ceux qui sont ici, que le service des musées de France vient de lancer une enquête auprès des musées nationaux de façon à connaître le bilan de la recherche menée dans les musées nationaux, les moyens alloués à la recherche et leurs perspectives, de façon à pouvoir mieux les soutenir à la fois en moyens humains et financiers à l'avenir. Merci beaucoup. On va passer au pas de course, à la présentation de la création et la philosophie de la base, donc par ses créateurs. Voilà. Bon, je vais essayer en moins de 3 minutes de vous dire la philosophie générale de la chose, parce que les catalogues de salon, on sait où les trouver, ils existent, ils sont dans les bibliothèques des musées, ils sont dans des fonds bien connus, et tout le monde les consulte tous les jours. Mais justement, on les a consultés depuis beaucoup trop longtemps, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait une recherche, un catalogue raisonné, un catalogue d'exposition, on va continuellement, dans les livrets de salon, retrouver des choses qui sont pas forcément connues, mais c'est une recherche qui est longue, qui est fastidieuse, et qui empêche évidemment de consacrer ce temps qui quand même nous est précieux à faire des choses quand même beaucoup plus intéressantes que d'aller grappiller des informations de base. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait eu que j'étais arrivé à l'INHA pour participer à ce projet, mais d'abord je l'avais fait chez moi au moment où je préparais une exposition sur les élèves d'Ingres, c'est-à-dire comme beaucoup de chercheurs, dans des boîtes à chaussures, je mettais mes dépouillements de salon, et en fait il y a eu pendant des décennies tout un ensemble de gens qui ont travaillé sur les salons, mais d'une façon ponctuelle, fragmentaire, et évidemment pas du tout communautaire, on va dire. Donc l'idée d'informatiser ces livrets, qui sont pour certains très connus évidemment, puisque le salon parisien, on sait le trouver dans les bibliothèques, notamment au Louvre ou à Orsay, mais moi je milite énormément, et on en trouvera dans la base, pour les livrets des salons de province, ce qu'on appelait à l'époque la province, et qui sont d'une richesse absolument extraordinaire, parce qu'il y a eu des salons partout en France. Et c'est là où on va trouver évidemment des petites mines d'or, savoir que Gauguin ou Toulouse-Lautrec n'ont pas exposé qu'à Paris, mais également en dehors de la capitale, pour ne prendre qu'un seul exemple. Donc cette manne est en même temps, évidemment, on va pouvoir accéder à l'information directement, mais on va avoir en corollaire la possibilité de faire des recherches iconographiques, thématiques, qui ne sont évidemment pas possibles en feuilletant des livrets de salon. Donc, moi, je me félicite principalement que toutes les petites velléités des décennies, voire même du demi-siècle qui nous a précédés, aboutissent à quelque chose qui puisse profiter à tout le monde et d'une manière pérenne. Et vraiment, on attendait ça depuis assez longtemps. Oui, je suis évidemment sur la même longueur d'onde. Je pourrais dire que ce projet dont tout le monde a eu un petit peu l'idée, est à la fois le fruit de rencontres et d'expériences. La première rencontre qui pour moi était quand même fondatrice, c'était le séminaire informatique du professeur Tuillier au Collège de France, qui avait commencé, été à l'initiative de plusieurs bases de données, dont je crois celle sur les catalogues de vente, qui s'est poursuivie. Et j'avais discuté déjà avec lui, mais il y a fort longtemps, il y a plus de 20 ans, de cette idée. Et puis ensuite, comme Georges l'a dit, et particulièrement en sculpture, j'ai dû moi aussi dépouiller les catalogues de vente, pas seulement pour des artistes en particulier, mais aussi par exemple pour reconstituer les élèves de quelqu'un. On peut critiquer l'information, on peut se dire qu'elle est plus ou moins fiable, mais au moins on l'a. Et je me souviens que
On en a discuté il y a très longtemps aussi avec Ophélie, qui avait travaillé sur les élèves de Geoffroy, une autre étudiante qui avait travaillé sur les élèves de Rude. C'est une source non seulement incontournable, mais c'est presque la seule d'une certaine manière. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y aurait des recherches, des nouveaux types de recherches qui ne seraient possibles que si ces livrets étaient informatisés. Par exemple, des recherches sur la sociabilité des artistes, pouvoir extraire tous les artistes d'un quartier à une date donnée, qui a pu côtoyer qui, ou qui a succédé à qui dans l'atelier du 22 rue des Martyrs, par exemple. Ça, c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas faire à la main. Chercher un même artiste sur 50 ans dans les livrets de la SNBA ou du Salon des artistes français, c'est encore faisable. Chercher tous les gens qui habitaient rue des Martyrs, ça commence à être beaucoup plus compliqué. Donc, il y avait cette problématique-là. Et puis, la deuxième rencontre, c'était évidemment la rencontre de Georges. On se connaissait depuis fort longtemps. Nous avons débattu parfois de manière assez vive sur les choix à faire. Mais Georges avait entrepris effectivement non seulement ce travail de dépouillement, mais ce travail de repérage énorme des livrets, en particulier pour les salons de province. Et au fur et à mesure de ses pérégrinations en France, il avait listé un catalogue d'Angers à Strasbourg. Enfin voilà, donc il était arrivé comme ça à reconstituer des séries absolument déterminantes, mais qui échappaient complètement aux bibliothèques normalisées, si vous voulez, aux bibliothèques centrales, parce que c'est cette petite littérature, comme les catalogues de vente de bronze au XIXe siècle, qui échappe totalement aux collections, au catalogage de l'ABN, des grandes bibliothèques. Et donc c'était un fonds presque virtuel qu'il avait rassemblé et qu'il ne fallait pas perdre, quoi, qui était une mine absolument extraordinaire. Donc, comme j'avais un peu l'expérience des bases de données, nous avons commencé comme ça. Et puis, Ophélie a repris le flambeau ensuite avec Axel, qui va vous parler tout à l'heure. Et je me félicite de cette chaîne effectivement collaborative, parce qu'un projet comme ça, c'est impossible tout seul. Et ce travail n'est sûrement pas exhaustif, mais il pourra se poursuivre, surtout après sa mise en ligne, parce que on dit souvent qu'une œuvre photographiée est une œuvre sauvée, mais je crois vraiment qu'une information publiée en ligne est une information non seulement sauvée, mais qui fera des petits, qui fera boule de neige ensuite, tout simplement parce qu'elle sera assez accessible. Voilà. Si vous me permettez, juste pour résumer le principe général de cette base, ce n'est pas une base d'œuvres, mais d'œuvres exposées. Ce qui avait été l'échec de plusieurs tentatives précédentes, qui était d'en profiter pour faire plus ou moins le catalogue raisonné de tous les artistes. Non, ce sont les œuvres exposées, les artistes sont des exposants, et les lieux sont des lieux d'exposition. Donc on ne va pas mettre les dates de naissance et de mort des artistes. La base se veut être la reproduction fidèle de ce qu'il y a dans le livret, de donner évidemment toutes les informations qui figurent dans le livret et qui en soit, dans sa présentation, plus ou moins la reproduction de la page en question. Évidemment, on a des envies d'ajouter le PDF, d'ajouter les images, d'ajouter les critiques. Bon, tout ça se fera sans doute plus tard, mais on voudrait que les gens puissent accéder à la base et se dire qu'ils ont un outil fiable et parfaitement utilisable. Mais on ne va pas extrapoler les données qui sont dans les livrets, on donne l'information brute, ce qui a posé d'ailleurs un problème dont on a énormément débattu et que j'avais appelé les orphelines, si tu te souviens Catherine, c'est-à-dire que quand vous avez un titre qui est bouquet de fleurs, virgule, aquarelle, l'aquarelle c'est la technique, ça n'est pas le titre, et si on sépare le mot aquarelle du titre qui précède, ça devient une orpheline, c'est-à-dire c'est un mot qui n'a plus aucune signification si on le met dans une rubrique technique. Donc on laisse bouquet de fleurs, aquarelle dans le titre, pour que le sens de ce mot aquarelle puisse perdurer. Voilà. Alors, juste pour expliciter un dernier ajout,
Pourquoi ce choix? Parce que sinon, je pense que vous auriez vu la base Salon dans à peu près 500 ans, donc c'était peut-être pas tout à fait souhaitable. Je prends un exemple, la danse de Carpeaux. La danse de Carpeaux, elle a pu être présentée en plâtre, en bronze, etc. etc. Donc le temps ensuite de trouver de quel plâtre il s'agissait, où est-il actuellement, etc. Enfin, c'est sans fin. Donc il s'agit bien d'une informatisation, d'une indexation des livrets et non pas d'un catalogue raisonné des œuvres qui ont été présentées au salon. C'est pas la même chose. L'idée, c'était de livrer, de donner accessible cette information de masse afin que le chercheur, lui, qui saura, parce qu'il est spécialiste de tel artiste, eh bien, puisse reconstituer le fil. La deuxième chose que je voulais juste signaler, parce que je pense que c'est une information qui peut nous donner le vertige à nous, historiens de l'art, c'est que mes propres recherches sur la sculpture, et je me souviens en avoir discuté en peinture avec Geneviève Lacambre, qui est ici, les œuvres dont nous parlons, les œuvres dont nous avons les images et dont nous parlons en général, représentent entre 10 et 20% de la production exposée au salon. C'est-à-dire quand on veut reconstituer un salon, on arrive à reconstituer par l'image entre 10 et 20%. Vous imaginez que notre vision est donc particulièrement dirigée, en fait, et qu'il y a 80% de la production qui échappe à notre connaissance visuelle. Donc c'est particulièrement important, et cette masse, on va la voir, non pas en images, mais au moins par le texte, on va la voir quantitativement dans les recherches. Merci, je crois que c'est important d'apporter la précision effectivement sur vraiment l'idée derrière la base. On va peut-être passer justement à la présentation de la version Internet maintenant. Merci à tous. Donc l'adresse de la base est très simple, salon au pluriel.musée-orsay.fr. Voilà, on ne peut pas faire plus simple, je pense. Donc effectivement, quand Catherine Chevillot m'a demandé de reprendre la base à mon arrivée au musée en 2012, j'étais bien embêtée, à la fois honorée et bien embêtée, puisque les marchés avaient expiré, plus personne ne travaillait dessus, et donc je me retrouvais bien seule, malgré tout le soutien, effectivement, de l'INHA, bien sûr, du ministère, et des réunions qu'on avait eues ensemble, en se disant que ça serait une très bonne idée que la base reprenne. Heureusement, donc, Axel, ici présente, m'a contactée pour me dire qu'elle serait intéressée voilà, pour travailler à nouveau sur la base. Elle avait déjà travaillé, effectivement, à l'époque de Catherine et de Georges. Et donc, pour moi, ça a été extrêmement précieux parce que j'avais quelqu'un qui avait une connaissance très fine de cette base, dont l'architecture est extrêmement complexe, qui est sous FileMaker, et qui, effectivement, pour le néophyte, peut s'avérer un petit peu compliqué à aborder, et notamment par toutes ces ramifications. Quand j'ai repris la base, on a d'abord mené avec Laurent Chastel, qui est l'informaticien et le concepteur informatique de la base, un travail un peu de nettoyage, de toilettage, on va dire, de la base, pour essayer justement déjà de la rendre un peu plus ergonomique. C'était un travail important aussi pour que je comprenne un peu mieux le fond de la base. Donc très vite, effectivement, l'idée, et c'était évidemment le juste souhait des partenaires, l'idée était de proposer aux chercheurs une version en ligne. Or, il n'y avait pas véritablement de série continue à ce moment-là, c'est-à-dire que, et on le comprend très bien par l'historique de la base, les livrets avaient été tous rassemblés au fil, évidemment, des recherches, et donc il était assez compliqué de disposer d'une vraie série continue, et donc pour moi, c'était difficile d'imaginer une mise en ligne si on ne pouvait pas offrir quelque chose d'un peu complet. Évidemment, quelque chose de tout à fait complet, je pense que ce sera dans 15 ans. Mais déjà, on est content de pouvoir vous présenter aujourd'hui une version qui contient, pour le Salon parisien, tous les livrets, donc du premier livret de 1673 à 1873.
Donc déjà, ça fait un beau corpus. Et ensuite, on a des années au fil de l'eau. On a aussi, par exemple, toutes les expositions impressionnistes, les salons de la Rose-Croix, un certain nombre de salons de région, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et donc, quand vous consultez la base pour la première fois, il faut vraiment filer dans la liste des livrets disponibles pour pouvoir vraiment faire des recherches les plus pertinentes possibles et surtout ne pas oublier du coup d'aller regarder évidemment ce qui manque actuellement dans la base. Donc la logique actuelle, c'est de compléter véritablement les livrets manquants par ordre chronologique afin d'essayer de disposer d'une série continue la plus longue possible. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, donc c'est une interface qui vient moissonner. Ah, on va peut-être passer. Oui. Hop, merci Axel. C'est une interface donc qui vient moissonner dans la base. La structure de la base n'a pas été modifiée. Donc c'est par une plateforme, je vous dis les mots comme ils sont écrits, mais ça ne me parle pas beaucoup, une plateforme web MySQL, et donc l'interface, c'est une interface Bootstrap Twitter. Voilà, vous savez tout. Donc un petit mot sur les perspectives de la base avant qu'Axel vous la présente plus concrètement. Aujourd'hui, on est à peu près à entre 10 et 13 livrets par an, puisqu'on a tout un processus qui est très long. D'abord de numérisation, ensuite de normalisation des données, et ensuite il y a une moulinette dans la base avec toute une série de vérifications qui sont effectuées par Axel seul aujourd'hui. Donc on pense qu'on aura terminé l'intégration de tous les salons des artistes français vers 2019 et des salons de la Société nationale des beaux-arts vers 2021. Voilà, et puis bon, après, on verra. Donc, pour vous dire un peu l'évolution de la base aussi, je suis très heureuse que Lionel Britten, qui est responsable de la documentation, ait accepté que la base rejoigne le giron de la documentation dans un avenir proche. Et donc, je pense que pour une vision plus cohérente de l'ensemble des bases de données du musée, ça me paraît extrêmement important. Alors, vous allez voir et vous allez être sans doute très frustré parce qu'à la fois c'est un outil très riche et en même temps bien sûr imparfait, étant donné les moyens humains, financiers qui sont les nôtres. En tout cas, sachez, si vous posez la question, que nous travaillerons prochainement à la création d'un champ supplémentaire, puisque, comme vous l'a expliqué Georges Vigne tout à l'heure, la logique, c'est la logique d'un exposant à un salon donné. Donc l'exposant tel que son nom apparaît dans le livret. Donc l'idée, c'est de rajouter un champ. Vous connaissez peut-être déjà les fichiers d'autorités internationaux, VIAF, ISNI, et c'est de rajouter ce champ-là pour permettre aussi ensuite de faire des recherches par artiste. Bien sûr, c'est un travail au long cours, mais il me semble assez indispensable aujourd'hui. Comme on l'a dit aussi, l'ajout vers le PDF du livret, puisqu'on a tous les PDF, mais actuellement, ils ne sont pas exploités. On m'a proposé récemment de mener un travail sur les localisations actuelles lorsqu'elles sont connues, donc j'ai beaucoup apprécié, donc je pense que c'est une des pistes. C'est déjà le cas, il y a certaines localisations qui sont renseignées, c'est une possibilité qu'offre la base, mais c'est vrai qu'un travail un peu plus systématique sur les localisations actuelles serait vraiment intéressant. On l'a dit aussi, les critiques de salon, par exemple. Et puis, il me semble aussi très important, et ça, c'est vrai que j'avais un peu retardé ce moment-là, parce qu'il me semblait prioritaire de mettre en ligne la base, mais je pense que vraiment se mettre en réseau avec les autres bases de données, notamment, je pense, au registre des salons, donc créé à la Bibliothèque centrale des musées nationaux, et désormais, il me semble, aux Archives nationales, voilà, et un certain nombre de bases de données qui existent, liées au salon. Je pense qu'il serait intéressant de créer des liens entre ces différentes bases et de les rendre un peu plus interopérables. Voilà, je laisse Axel vous la présenter. Voilà, merci. Donc l'idée, vu que le temps, c'est de vous présenter un panorama assez rapide de toutes les recherches que vous pouvez effectuer sur la base. Donc là, vous avez la page d'accueil, le formulaire de recherche, sur lequel je vais revenir juste après, la liste des livrets, le mode d'emploi, qui est tronqué, il y a 2 pages, je crois, et les crédits qui ont permis à cette base d'exister aujourd'hui. Donc, je vais revenir
sur le formulaire de recherche qui nous occupe quelques instants. Donc ce formulaire de recherche est divisé en 3 tables. Oula! Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc vous avez la partie salon, la partie exposant et la partie œuvre. Donc la partie salon correspond au livret. Vous avez donc un menu déroulant pour tout ce qui correspond aux années et au type de salon. Donc ce menu, lorsqu'il se déroule, correspond à tout ce qui est déjà intégré dans la base. Malheureusement, je n'ai pas pu faire de capture d'écran de ce menu. Donc tout ce qui est intégré dans la base donc, va apparaître dans ce menu. Et donc la partie exposant et œuvre, là vous avez donc des champs où vous trouvez des définitions donc, pour vous aider dans vos recherches. Donc ensuite, vous avez donc, la liste des livrets. La liste des livrets donc, qui est également divisée donc, en 3 tables. Les 3 tables que vous avez vues juste auparavant. Donc la partie salon qui est en rouge, la partie exposant en bleu et la partie œuvre qui est en vert. Donc cette table est divisée en colonnes. Ces colonnes, donc, vous pouvez les modifier à l'aide de flèches au niveau de chaque terme. Et donc vous voyez, alors par contre j'arrive pas à faire... Ah si, le laser. Donc vous avez ce bouton d'export qui vous permet également donc, d'exporter les données que vous pouvez avoir en formulaire Excel. Et ce bouton donc, qui vous permet de modifier le nombre de recherches sur la page. Donc là, actuellement, vous avez 50 résultats. Donc bien sûr, elle est tronquée également. Et en bas de la page, vous avez le nombre de pages pour le résultat de votre recherche. Donc par exemple, là, si on clique sur un des boutons qui correspond à un des salons qui est ici, vous allez arriver automatiquement donc, sur la notice du livret. Cette notice respecte scrupuleusement ce que vous pouvez trouver sur une page de livret, donc à savoir le titre. Oh là, ça m'agace. Alors, attendez. Non, c'est pas ça, je vais trop vite. Voilà. Voilà. Le titre exact, l'année qui nous intéresse, les dates précises du salon, la ville, le type de salon et le bâtiment. Nous avons également retranscrit toutes les annexes, donc, c'est-à-dire là pour ce salon donc, de 1847, l'ensemble des ouvrages, comment ils sont placés dans le salon, ainsi que toutes les abréviations. Donc, certaines abréviations donc, ont été retranscrites complètement dans les notices d'œuvres. Donc ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Donc pour revenir à la liste des livrets, donc là le champ bleu, le champ des exposants. Donc ce champ est mis par défaut par ordre alphabétique d'exposants, pardon. Donc toujours ce système de flèches qui vous permet de modifier l'ordre d'apparition des exposants. Et donc les flèches en bout de ligne qui vous permettent donc d'aller sur un artiste plus précis. Donc là, j'ai pris l'exemple de l'artiste Abel de Pujol, donc, qui aurait exposé donc, en 1852. Donc vous avez le rappel du livret ici, le champ exposant qui est exactement ici. Donc là, nous avons 2 parties, le nom et le prénom que nous avons normalisés, et la graphie du livret donc, qui est exactement celle que vous trouvez dans le livret de salon. Les informations biographiques, le professeur, l'adresse lorsqu'elle est connue, et donc le champ récompense. Donc certains champs donc, ont été normalisés, comme je vous l'ai dit juste auparavant, notamment les noms et le prénom, les récompenses, donc, qui ont été normalisées, c'est-à-dire que nous avons modifié donc, les abréviations, nous les avons traduites en toutes lettres. Donc en bas de cette notice, vous avez les œuvres qui ont été exposées au salon, donc, en l'occurrence le salon de 52, donc, avec l'ensemble des peintures donc, que Pujol a exposées. Donc en bout de ligne, une flèche qui vous permet d'accéder à la notice d'œuvre complète. Donc là, par exemple, nous avons la notice numéro 2. Donc, hop. Donc notice d'œuvre complète avec les informations. Donc le propriétaire, donc ici, qui a été traduit en MI, nous l'avons retranscrit complètement. La destination n'est pas connue, donc nous ne l'avons pas mise. Le commentaire.
Le commentaire, ça nous permet également de faire des mentions, notamment lorsque les notices ne sont pas numérotées, ou par exemple, comme vous l'a dit Ophélie juste auparavant, si l'œuvre est connue au niveau de sa localisation. Et donc en bas, vous avez un rappel donc, de l'exposant pour lequel vous avez fait une recherche et le livret. Voilà. Ensuite, pour... Oui, alors juste un petit élément qui est important pour comprendre la logique de la base, c'est que tous les noms de champs qui apparaissent en grisé sont des champs qui ont été normalisés et que les noms de champs qui apparaissent en noir sont en revanche purement et simplement le livret retranscrit. Donc c'est ça les deux niveaux de lecture donc, qui apparaissent très clairement. Là, vous voyez, type matériaux, propriétaire, destination et commentaires, ce sont des champs normalisés par la personne qui fait l'intégration. En revanche, tous les champs, section du catalogue, numéro de catalogue, information, c'est le livret stricto sensu. Axel, juste si vous pouvez dire à l'assistance le nombre de livrets, d'exposants, d'œuvres. Alors, là par exemple, quand on revient à la liste des œuvres, donc qui est la table. Donc là actuellement nous avons 211 salons qui sont intégrés dans la base. Alors là je vois plus très bien, mais bon. Ouais, presque 110 000. Voilà, exposants. Donc, on vous a expliqué tout à l'heure la définition du terme exposant, donc qui n'est pas la même que celle d'artiste, puisqu'un artiste a autant d'occurrences que de salons auxquels il expose. Donc, si vous faites une recherche sur Manet, ne vous inquiétez pas de voir 21 fois son nom apparaître, c'est qu'il a participé à 21 salons. Donc, voilà. Et là, vous avez, je vois pas bien, plus de 212. Voilà, œuvres qui sont intégrées dans la base. Donc cette liste des œuvres donc, qui est en verte, donc c'est pareil, vous avez exactement le système. Oh là là, je vais trop vite. Voilà. Le système de flèches qui vous permet donc de modifier l'ordre d'apparition des œuvres, et donc la flèche donc, qui vous permet d'aller sur la notice, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour Pujol. Donc le formulaire de recherche donc, nous permet donc de faire énormément donc, d'avoir plusieurs possibilités de recherche, donc notamment avec l'aide des guillemets, donc qui permet d'associer plusieurs mots lorsque vous faites votre recherche. Si vous ne mettez pas de guillemets, ça veut dire que ça exclut l'un ou l'autre des termes. Les guillemets donc, vous permettent de réunir ces deux mots. Donc, par exemple, donc, si vous choisissez le terme légion et sociétaire, vous allez avoir en résultat donc, 4 salons, 10 exposants et 21 œuvres. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Gabriel Biessy, donc, qui a exposé donc, au salon de Toulouse. Et donc là, si on va sur la page de cet exposant, nous avons donc le résultat. Donc, nous voyons bien qu'il a été sociétaire de la SNBA et qu'il a bien reçu la Légion d'honneur. Donc ça marche bien pour toutes les recherches. Juste revenir, quand vous faites une recherche, vous avez le récapitulatif de votre recherche qui apparaît en haut de page. Voilà, tout simplement. Je voulais juste terminer, parce qu'on est un petit peu pris par le temps, que certaines notices sont illustrées. Donc actuellement, nous avons 2700 notices qui ont des œuvres associées, des images, je veux dire. Donc l'enrichissement de la base est toujours en cours, ça nous vous l'avons dit. Et donc je voulais juste vous présenter et terminer mon propos par des notices d'œuvres, donc notamment donc, une sculpture de Carpeaux. Donc voilà, donc ça vous fait une petite présentation de la base. Une œuvre de Caillebotte. Et pour finir, une œuvre donc, qui est dans la section des monuments publics, et donc qui est un plafond peint et qui est au pavillon Denon au Louvre. Voilà. Merci. Donc c'est assez rapide, mais bon, c'est quand même un panorama. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, parce que comme on essaye de faire court, on n'est peut-être pas tout à fait exhaustif.
Si vous avez des questions en particulier, bien sûr, on peut y répondre, sachant en tout cas que le site donne une adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire, évidemment, si vous avez des récriminations, des commentaires, des questions, quelque chose qui n'est pas clair, etc. Des ajouts, on prend tout. Et également que le mode d'emploi est quand même très développé, donc voilà, vous pouvez quand même vous reporter au mode d'emploi. Ce que n'ont pas pu faire nos 3 intervenantes qui arrivent parce qu'elles ont accepté courageusement de tester la version Internet dans justement une version intermédiaire. Et donc, je les remercie beaucoup d'ailleurs d'avoir accepté. Donc, si vous pouvez toutes les 3, donc Anne Roquebert est en train de monter, mais peut-être Mathilde Echelet et Claire Dupin, si vous pouvez venir à côté de moi, comme ça, voilà. Donc on vous propose quelques expériences d'utilisateurs avec un regard critique, j'espère aussi. Merci Anne Roquebert d'avoir accepté. Donc on commence avec votre Je suis une expérience. utilisatrice enthousiaste. Et d'ailleurs, l'un de mes premiers souvenirs, c'est celui d'Antoinette Lenormand-Romain, quand j'ai rejoint l'équipe de la préfiguration d'Orsay en 1977. Elle était conservateur chargée de l'architecture et pour créer ce département, elle organisait le dépouillement de salons pour la base de la documentation. Donc, on se rendait compte que le salon était vraiment complètement essentiel. Et le moment important, c'est la trace de la vie publique des artistes, c'était des jalons sûrs. Et l'une de mes premières tâches en créant la bibliothèque du musée d'Orsay a été de recenser les catalogues de salons laissés par Beaubourg au Palais de Tokyo et de tenter de compléter les lacunes, notamment avec des doubles du Louvre, avec des achats. Et cette envie de publier ensemble, d'avoir ensemble les catalogues, a été comblée par Théodore Reff, qui a fait des reprints chez Garland en 81, puis par Pierre Sanchez et Dominique Lobstein, qui ont publié des reprints régulièrement. Mais déjà au XIXe siècle, on a eu envie de faire face à l'abondance, alors je sais pas, à l'abondance de ces publications. Et pour cette raison, un instrument a été créé. Non, c'est pas ça du tout. Apparemment, vous êtes trompé de PowerPoint. Un instrument a été créé. C'était le bélier au vrai, qui tentait de réunir toutes ces publications en série par ordre alphabétique d'artistes et puis par ordre chronologique de leur participation. Donc, vous voyez, cette préoccupation est déjà ancienne. Et donc, ici, il s'agit d'un super bélier au vrai, avec non seulement tout est cumulé sur l'ensemble de la période, mais en plus, des données qui sont des zones inaccessibles, comme l'a dit Georges, deviennent complètement utilisables et sont parfaitement accessibles. Alors, en essayant d'interroger, j'ai focalisé justement à la fois sur l'artiste exposant et puis ensuite sur les œuvres. Les renseignements biographiques de l'artiste permettent vraiment de rentrer, d'apporter des éléments nouveaux, notamment au moment, par exemple, où j'ai préparé le catalogue sommaire des collections du Louvre et d'Orsay. J'avais systématiquement vérifier les dates de naissance et de mort des artistes, grâce notamment au catalogue de salon, pour les artistes un peu secondaires. Alors j'avais choisi une capture d'écran pour Bayonne, parce que justement le début de l'alphabet c'était Bonnat, et la fin avec Zo, on arrivait toujours aussi de nouveau à Bayonne. On aurait pu faire la même chose avec le bélier vrai, mais c'était beaucoup plus simple. Alors quelque chose qui est aussi très important, qui va beaucoup aider les chercheurs dans l'avenir, c'est pour les gender studies. Si vous tapez mademoiselle et ou madame, vous arrivez à capter, à avoir un corpus de femmes artistes repérées, et donc ça permet de simplifier, de gérer donc les grands nombres, et aussi de faire une étude purement biographique. Alors, j'avais posé le problème de l'orthographe des noms propres. Alors voilà, ça c'est le catalogue de 63, l'origine, disons, qu'on a longtemps considéré comme l'origine de l'art moderne. Et je voulais vous montrer l'orthographe de Pissarro avec un solaire. Donc on voit que l'orthographe elle-même est erronée. Et bon, ben, ça ne marche pas. Donc c'était... ce qu'il faut, voilà le fameux bélier au vrai. Si vous pouvez continuer, c'est là-dessus. Donc voilà
la capture, par exemple, pour les œuvres de Manet. C'était aussi pour dire de se méfier, justement. Les réponses sont bruyantes, c'est-à-dire qu'il y a quelques intrus, et c'est seulement la partie basse qui correspond réellement à Manet. Donc, si on continue la carte, si vous voulez. La suivante. Donc voilà, par exemple, le Manet exposant au Salon des Refusés en 1963, et avec donc des numéros qui sont très importants, parce que c'est des numéros qu'on va retrouver sur les œuvres elles-mêmes, par exemple. Et le titre de l'œuvre, c'est sous le titre Le Bain, qui est mentionné, évidemment, dans le catalogue de... Merci. Alors, pour l'Olympia, voilà une notice un peu reconstituée, telle qu'elle apparaît dans la base. Voilà l'exemple de Pissarro. Vous avez le Salon des Refusés. Donc, ce qu'il faut faire comme interrogation, ne pas hésiter à faire une interrogation plus réduite, c'est-à-dire vous arrêtez au R pour éviter le double R et ramasser tout ce qui peut correspondre. Sinon, vous ratez le fait que Pissarro est exposé au Salon des Refusés, ce qui est quand même une réponse et un élément important. J'ai l'impression qu'il ne marche pas. Ah, si. Donc il faudrait juste revenir en arrière d'une fois. Vous voulez revenir en arrière? Oui, parce que j'ai passé trop vite. C'est un cauchemar. Ça. Oui, mais il y a tous les commandes. Donc, grâce à la recherche sur les lieux de naissance, on se rend compte... Non, encore un. On peut faire une véritable cartographie des régions d'origine des artistes, ce qui est très très important pour comprendre selon les générations d'où venaient certains artistes. Et on peut aussi faire une cartographie à l'intérieur de Paris des différents quartiers particulièrement artistiques, par exemple autour du côté de la place Clichy, ou des cités d'artistes très, très importantes. Et on peut même compléter ces recherches en allant aux archives nationales, aux archives départementales, consulter le cadastre, par exemple. Une rubrique extrêmement importante, c'est celle du nom du professeur. Alors, j'aurais voulu interroger Gleyre à cause de... Mais si, dans l'interrogation Gleyre, on a à la fois Basile et Renoir, et pas Monet, parce que Monet ne s'est pas déclaré comme élève de Gleyre. Et on a la même chose avec Lamotte. Lamotte, qui était le maître de Degas, qui lui-même ne s'est pas déclaré comme élève de Lamotte, donc il n'apparaît pas, alors que d'autres artistes, comme Le Roll ou comme Tissot, qui vont être des amis assez proches, sont mentionnés dans ces listes rattachées à un professeur, à un maître. On pourrait faire la même recherche avec Bonnat, etc. Et ce qui est très intéressant, car ça permet d'établir des filiations. Et ces artistes, par exemple, sont tous et avant tout des dessinateurs. Et alors la suivante montre que Lamotte se présente lui-même, non, ça n'a pas marché, comme un élève de Ingres et de... Avant. Enfin, peu importe, comme un élève d'Ingres et de Flandrin. Donc, vous voyez, vous avez de véritables généalogies d'artistes qui montrent comment les passages de relais se font à travers l'enseignement. Alors maintenant, passons plutôt donc aux œuvres. Là, voilà la fiche de Monet. Vous avez le même problème. Monet n'apparaît que dans une partie des réponses. Je suis bien la suivante. Et je voudrais insister pour les œuvres sur la notion du titre, qui est extrêmement, qui est même indispensable. Vous pouvez le prendre. Voilà par exemple dans le la représentation de l'exposition impressionniste de 1874, le tableau Impression Soleil Levant, conservé à Marmottan, va devenir le tableau éponyme du mouvement lui-même. Donc il est toujours absolument indispensable de retourner au livret lui-même, et une grande partie des recherches faites notamment pour le catalogue des collections a été de retrouver le titre original, celui forgé, voulu par l'artiste, et qui dit beaucoup sur ce qu'il veut faire. Donc il faut donc le rechercher. Et je m'étais servi aussi de ce même salon
pour retrouver les titres au moment des acquisitions des œuvres. On n'inscrit pas sur l'inventaire juste une description, on inscrit le titre réel de l'œuvre. Donc le salon, la base salon va aider beaucoup Iseul, par exemple, pour ce type de recherche. Et grâce à ça, d'accord, peut faire des études, on peut, à partir des titres même, faire des études linguistiques, des études sémantiques, et on peut même suivre l'évolution dans le temps, depuis les titres néoclassiques ancrés dans l'antique, jusqu'aux énoncés plus nébuleux ou évanescents des symbolistes fin de siècle. À travers le titre, on décèle aussi les sources, l'iconographie, l'histoire, dont Georges a parlé, le fait qu'il s'agisse d'un portrait, la portion de portrait par rapport au paysage, etc. On peut obtenir, la suivante, s'il vous plaît, les liens avec la littérature. Donc, il y a 46 œuvres inspirées par Musset, 146 par Hugo, et là, c'est celui de Zola, une quinzaine de Zola, dont le portrait de Manet. Alors, dernier champ qui est extrêmement important, c'est celui, la suivante, celui des provenances, qui est indispensable pour l'étude des collections des musées, car il est nécessaire de reconstituer l'historique propriétaire par propriétaire pour les milliers et milliers de tableaux dont on a la charge. Le salon mentionne cette propriété, et si ça n'est pas la suivante, ça n'est pas toujours facile, notamment dans les salons officiels, de repérer le propriétaire. Il y a la mention souvent de l'achat de l'État ou de l'empereur. Sur la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, on a Maison de l'Empereur pour un tableau de Delacroix. C'est un catalogue de l'exposition universelle de 1955, et donc qui fourmille d'informations sur les prêteurs. Mais c'est assez exceptionnel. En revanche, la suivante, pour les tableaux impressionnistes, le dépouillement des catalogues est très précieux et permet de rendre hommage à certains artistes mécènes, comme Caillebotte, certains grands collectionneurs ou donateurs comme Camondo. Et là, j'ai plutôt choisi Choquet, ce fonctionnaire assez modeste qui collectionnait Renoir, Cézanne, Pissarro, Monet, et qui avait même son portrait par Renoir et Cézanne. Donc, vous voyez, on arrive à repérer assez bien ces différents propriétaires. Il y a aussi une rubrique chez qui est presque l'ancêtre des réseaux sociaux, en fait, qui donne des informations sur les amitiés. Dans les perspectives, j'ai l'impression que vous envisagez de faire tout ce que j'avais envie de voir, c'est-à-dire plus de photos, que systématiquement les catalogues illustrés soient saisis et complète donc bien cet ajout d'images, que les œuvres d'Orsay soient assez systématiquement mentionnées comme localisation, et celles des autres. Et pourquoi pas faire un appel à l'occasion de la base, ceux qui consultent s'ils ont des œuvres, que ça soit un véritable échange entre tout ça. Donc mon désir était de montrer combien cette base était nécessaire. Elle est devenue absolument indispensable dès aujourd'hui, car il n'y a pas seulement les salons officiels, mais il y a aussi, par exemple, l'avant-garde des impressionnistes et l'Armory Show. Il n'y a pas seulement Paris, mais Toulouse ou Lille. Évidemment, Rêve, qui est aussi Nantes, Pau, etc. Donc, il faut se rendre compte que c'est un travail colossal qui a déjà été fait, qui a été réalisé, qui économise des heures et des heures de travail par rapport, et qui met à la disposition de tout public, c'est-à-dire le chercheur qui connaît, qui sait ce qu'il cherche, et d'autres gens qui sont moins informés, qui se posent des bonnes ou des mauvaises questions, mais peu importe. La base correspond donc à une nécessité, et surtout, elle ouvre aussi le champ à d'autres investigations, comme avec ses approches multiples, pluridisciplinaires, donc la géographie, la linguistique, la sémantique. On peut faire vraiment des statistiques. Ça enrichit énormément la connaissance, et elle-même doit être considérablement enrichie, continuée, pour être de plus en plus utile et utilisable. Merci beaucoup, Anne. Alors maintenant, Claire Dupin, qui est doctorante à l'Université de Tours, va nous faire son retour sur l'expérience au pupitre. Du coup, on va pouvoir lancer son PowerPoint s'il y en a un. Il n'y en a pas. Alors, bonjour.
Ma thèse, en fait, porte sur les succès du Salon au Second Empire. Il s'agit pour moi, en fait, de faire le contrepoint d'une histoire de l'art du 19e siècle, enfin de la seconde moitié du 19e siècle, qui s'est quand même longtemps intéressée aux scandales ou aux refusés, en privilégiant cette fois-ci l'étude d'œuvres qui ont été appréciées par le public, ou plutôt devrais-je dire par les publics. Et dans ce cadre, le Salon, aussi bien comme exposition que comme phénomène, est partie du système des beaux-arts et au centre de mon sujet, et les documents qui y sont relatifs au centre de mes recherches, donc les archives, les comptes rendus, c'est-à-dire la réception critique, et bien sûr le livret. C'est ce dernier en fait qui me permet d'élaborer mon corpus, et dans ce cas de la base de Salon m'offre une interface plus intuitive pour exploiter les données qu'il contient. Je vais donc tâcher de vous montrer comment cette base m'est utile aux différentes étapes de ma recherche et comment elle peut répondre aux différentes questions que je me pose. Je vais commencer par une critique. Mes critères pour définir un succès au Salon sont premièrement l'obtention d'une médaille et ensuite une réception large, positive de l'œuvre dans les comptes rendus contemporains et les informations nécessaires à l'établissement de projets corpus, c'est-à-dire les récompenses, les médailles décernées au Salon, me sont données par les premières pages du livret qui en fait retranscrivent la cérémonie de distribution des récompenses du Salon précédent. Donc en gros, on a la liste des médaillés du Salon de 63 au livret de 64. J'ai été un peu déçue, je vous avoue, de ne pas trouver cette information dans la base de données. Les médailles en fait apparaissent dans la section récompenses, dans les notices des exposants, mais ne signalent en fait que les médailles qui ont été obtenues par l'artiste aux précédentes expositions. Donc en 1857, Adolphe Yvon obtient la médaille d'honneur. Dans la base, on n'a que l'indication médaille de première classe Histoire en 1848, médaille de deuxième classe 1855, chevalier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur le 30 décembre 1855, œuvre reçue sans examen. Donc on n'a pas du tout l'information d'avoir reçu une médaille d'honneur pour ce salon-là. Dans la mesure où la base prévoit d'ores et déjà une notice exposant différente pour chacun des salons où l'artiste expose, je pense qu'il serait possible et utile d'intégrer dans la section récompenses les médailles obtenues au salon correspondant. Cette base m'est néanmoins utile pour effectuer des recherches biographiques par artiste. Lorsque je tente par exemple de retracer le parcours d'un peintre, je comptais vous donner l'exemple de Gustave Brion, mais vu qu'on manque un peu de temps, je vais passer directement à l'exemple de Jaroslav Čermák, qui est un peintre tchèque né en 1831 et mort en 1878, et qui m'intéresse pour deux salons, le salon de 1861 et 1868. Premièrement, la recherche par nom nous apprend que son nom est l'objet de beaucoup d'erreurs. Il est prénommé Jaroslav et enfin Jaroslav. Il expose plusieurs fois entre 1853 et 1877. Il est présent dans la section peinture toujours à 9 salons sur les 18 qui se sont tenus dans cette période. En naviguant dans les notices plus précisément, on obtient les informations biographiques où sont indiquées son origine, son maître et son adresse. Sans surprise, son adresse varie de multiples fois, toujours située à Paris, sauf à l'exposition universelle de 55 où il indique aussi une adresse à Bruxelles et à Schaerbeek-Lees-Bruxelles. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais voilà. Il est toujours signalé comme originaire de Prague, rattaché à la Bohème dans tous les livrets, sauf celui de 73 et 77. En revanche, les différences notables apparaissent concernant les artistes dont Čermák se reconnaît l'élève. Louis Gallet est ainsi signalé comme son maître dans la totalité des notices, auxquelles s'ajoutent Ruben et Joseph-Nicolas Robert Fleury en 61, puis systématiquement Robert Fleury dès 68. Pour moi, ces informations sont particulièrement intéressantes dans la mesure où se reconnaître l'élève d'un maître participe de la création d'une filiation, aussi bien esthétique que stratégique, et dans l'établissement d'un réseau. Gallet était ainsi un peintre éminemment influent en Belgique et en Europe centrale, mais à l'inverse de Robert Fleury, il n'est pas membre du jury du salon. Robert Fleury, lui, est juré à chaque salon dès 1857 et jusque 1876. Il est membre de l'Académie dès 1850, professeur à l'École des Beaux-Arts dès 1855, directeur dès 1863 et nommé en 1864 directeur de l'Académie des Beaux-Arts de Rome. Pour un artiste qui expose au Salon de Paris, c'est donc très utile de s'affirmer comme l'élève d'un peintre aussi puissant. Et de fait, Čermák va obtenir une médaille de deuxième classe en 61, ce qui est en fait un très bon score considérant qu'il s'agit de son 3e salon, ce qui lui permet d'être exempté, et une autre médaille, en 68, déjà les distinctions de classe ont disparu. Les informations biographiques sont donc loin d'être anodines, puisque mises en perspective, elles nous renseignent sur les stratégies et les parcours adoptés par les artistes, notamment étrangers. Dans un second temps, les recherches par année nous permettent une fois encore de retrouver le titre des œuvres exposées ainsi que leur numéro au catalogue. On y apprend aussi, dans le cas de l'œuvre Jeune paysanne avec son enfant, qui est exposée au salon de 61 sous le numéro 551, qu'elle appartient à un certain J. Perrer. Si on souhaite exploiter cette piste, la recherche par propriétaire nous permet de retrouver les autres œuvres appartenant à ce monsieur,
Au nombre de 20, elles datent des années 57 à 75, présentées à diverses expositions, et elles sont issues d'artistes tels que Robert Fleury, Clessinger, Boulanger, Bénouville ou Genron. Par cette simple recherche, on parvient donc à dresser assez rapidement le portrait d'un amateur et de sa collection, certes incomplet, mais qui reste significatif du goût d'un certain public. L'onglet propriétaire se montre aussi particulièrement intéressant quand on s'intéresse aux acquisitions et aux commandes faites par l'État ou par la famille impériale, dans mon cas. Dans le cadre de mon sujet, il s'agit notamment de comprendre le processus de production d'une œuvre et l'influence de celui-ci sur les modalités d'appréciation. En gros, si une œuvre est commandée par l'État ou possédée par l'empereur, est-ce qu'elle est mieux reçue par le jury ou par la critique ? On apprend ainsi, pour la période du Second Empire, entre 52 et 70, que 5362 œuvres de la section peinture, mais en fait jusqu'au salon de 63 comprennent aussi les dessins, les aquarelles, les pastels et autres, sont indiqués comme appartenant à l'État, ce qui désigne les ouvrages acquis ou commandés par les différents ministères. On apprend que 357 peintures ont été acquis ou commandées par le ministère d'État, qui était en charge de la politique de prestige de l'Empire, donc qui s'occupe des cérémonies, mais aussi des beaux-arts et de la culture. Et que 179 œuvres sont la propriété de l'empereur, c'est-à-dire soit acquis par l'empereur, soit appartenant au domaine de la couronne. Évidemment, ces informations ne sont que celles qui apparaissent au moment de la publication du livret, donc avant l'ouverture du salon, et elles ne vont pas donc prendre en compte les acquisitions nombreuses qui surviennent pendant et après le salon. Ainsi, sur la notice de la naissance de Vénus de Cabanel, qu'on sait avoir été acquise par l'empereur au salon de 63 pour la somme de 20 000 francs, elle n'apparaît pas dans la liste des œuvres propriété de l'empereur. Cette recherche concerne donc davantage les situations de commande, mais peut être exploitée dans une histoire du goût de la politique artistique d'une période donnée. Quantité d'informations peuvent être donc extraites de la base Salon, qui organise et isole des données bien souvent difficilement exploitables à la simple consultation du livret, à moins d'être un bourreau de travail. J'aurais néanmoins aimé y trouver certaines des informations présentes dans le livret, mais absentes stricto sensu de la partie explication des ouvrages. Il s'agit notamment des médailles, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi de la constitution des jurys. Il serait très intéressant de pouvoir extraire, grâce à un onglet, imaginons, les artistes membres du jury pour un ou des salons donnés, afin de pouvoir établir des statistiques, des réseaux ou des générations. Mon souhait aussi sur le long terme, et à ce niveau-là, je rejoins Anne Roquebert, et qui rendrait en fait la base indispensable à tout chercheur s'intéressant à l'art de 73 à 1914, serait d'y voir intégrer les informations trouvées par la recherche universitaire ou muséale. Il s'agirait d'associer une biographie et une bibliographie complète aux notices de chaque exposant, et surtout de constituer pour chaque œuvre une notice complète avec les informations techniques, la localisation, l'historique, la bibliographie, la liste des expositions. Pour de nombreuses œuvres, ces informations ont été déjà mises au jour par des chercheurs et par les musées, et une telle mise en commun faciliterait grandement la recherche en histoire de l'art, notamment sur des corpus encore peu connus et étudiés. Voilà. Merci Claire. Et pour terminer cette petite session, donc Mathilde Lachelay, qui est étudiante en Master 1 à l'École du Louvre. C'est ça qui a plombé les projets précédents et qui pourrait plomber cette initiative. Encore une fois, c'est le livret et le livret des œuvres, enfin des œuvres exposées. Mais si on va mettre la biographie de l'artiste, la bibliographie, on risque d'avoir un mammouth parfaitement ingérable. Donc si on veut la liste des jurés, on va la chercher. C'est vrai que ça donne envie d'aller beaucoup plus loin, mais que si on n'est pas méthodique et modeste, on va nulle part. Ça, c'est vrai. Il faut absolument... Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette invitation. Juste, c'était pour compléter, c'est un travail remarquable, il faut être modeste pour arriver à faire le socle, mais on voit dans les autres domaines, comme ceux des sciences et techniques ou des musées de société, l'appel au collaboratif qui fonctionne très très bien dans la description, dans la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de personnages, etc. Donc, une des hypothèses peut-être, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas vous multiplier, c'est un moment d'avoir la structure technique et les modérateurs qui permettent d'avoir le collaboratif. Oui, c'est vrai que la piste collaborative est très intéressante. Bonsoir, merci pour cette invitation. Je suis très heureuse de partager mon expérience et j'ai été très heureuse de pouvoir utiliser cette base en avant-première au cours de cette année. J'ai donc effectué un mémoire d'études à l'École du Louvre sur la représentation de Marie-Madeleine au salon en peinture sous le Second Empire. L'iconographie de la sainte envisagée à cette époque m'a permis de m'intéresser à la fois aux problématiques de la peinture religieuse ainsi qu'à l'émergence d'une représentation de la prostitution. Ces deux axes étaient particulièrement intéressants à traiter dans le cadre du salon,
car je pose ainsi la question du statut de l'œuvre à thème religieux en dehors du lieu de culte, du traitement du thème religieux par les artistes de l'époque et de la réception critique de ceux-ci. Mon travail s'est essentiellement fondé sur l'étude des livrets, et cette base m'a été très précieuse de fait. J'ai d'abord travaillé sur la version papier éditée à l'échelle de Jacob de ces livrets, en définissant les grands thèmes de mon corpus. Je vais en citer quelques-uns: la conversion de la Madeleine, le repas chez Simon, le calvaire, la mise au tombeau, ou encore la pénitence dans la grotte de la Sainte-Baume. Cela m'a permis, l'étude des livrets publiés à l'échelle de Jacob m'a également permis d'appréhender l'occurrence d'autres thèmes parallèles que j'ai pu approfondir grâce à la base Salon ensuite. Cette base m'a été d'une aide précieuse. Bien sûr, elle m'a d'abord facilité l'accès aux livrets et m'a permis d'effectuer de nombreuses vérifications sur les recherches que j'avais déjà effectuées. Mais j'ai pu aussi éviter, grâce à elle, certaines erreurs. En effet, la base croise plusieurs éditions et permet ainsi de pallier à certaines incertitudes générées par l'étude d'une seule version imprimée. Par exemple, je m'intéressais à un certain L. Mathieu, qui expose au salon de 1855 une mise au tombeau. Et mes recherches personnelles m'ont amené à penser qu'il s'agissait de Lambert Mathieu. Or, Madame Axel Huette m'a indiqué que le Bénédicte mentionnait bien Lambert Mathieu, mais que l'édition originale consultée pour établir la base établissait un Laurent Mathieu, tandis que l'édition de l'échelle de Jacob n'indique qu'une initiale, L. L'espace intitulé Commentaires dans la fiche exposant de la base peut permettre, il me semble, d'intégrer de telles informations qui s'avèrent très précieuses pour l'étude d'un artiste ou la localisation d'une œuvre. Un autre exemple montre l'importance de cette base du fait des différentes éditions qui l'ont constituée. Je m'intéressais à un artiste appelé François Garnier qui expose la mise au tombeau au salon de 1864. Or, l'édition imprimée me laissait un doute sur l'identité de ses maîtres, critère très important dans mon étude d'une iconographie qui s'appuie sur un héritage. L'utilisation de la base a levé ce doute, il s'agit de Guérin et Berwick. J'ai également utilisé la base pour des recherches thématiques. Le fait de pouvoir établir des bornes chronologiques, dans mon cas 1852-1870, et une technique dans l'onglet catégories, pour cette étude la peinture, m'a été très précieux. Cela m'a permis d'établir des statistiques et d'envisager l'ampleur de certaines modes iconographiques. J'ai ainsi, par exemple, cherché les œuvres portant dans leur titre ou dans le texte apposé à celui-ci le terme de courtisane. J'en ai trouvé 6 pour la période, dont 2 qui traitaient de courtisanes converties et repenties, ce qui était très intéressant pour mes recherches. Il s'agit de Sainte-Affre, martyre, patronne d'Augsbourg en 1852 par Madame de Guisard et de Conversion de Sainte-Thaïs en 1861 par James Bertrand. J'ai utilisé cette méthode pour étudier un autre thème qui peut être une représentation déguisée de la prostitution, celui de la bouquetière ou marchande de fleurs, et la base Salon m'a permis d'en relever au moins 14 entre 1852 et 1870, ce qui montre bien une tendance à des représentations d'apparence légère, mais en réalité équivoques. La conclusion de mon mémoire porte sur le fait qu'à partir du Second Empire, mais encore plus par la suite, l'art s'élabore aussi puis surtout en dehors du Salon de Paris. Je souhaite continuer à travailler sur l'iconographie de Marie-Madeleine pour la période suivante, 1870-1900, et le fait que la base propose des livrets d'autres événements comme le Salon de la Rose-Croix, le Salon des Vins ou encore l'exposition impressionniste enrichira considérablement mon étude et me permettra de faire de nombreuses comparaisons. Ainsi, la base me permet de savoir déjà que 4 représentations de Marie-Madeleine sont exposées au Salon de la Rose-Croix pour la fin du siècle. Enfin, une grande partie de mes recherches a porté sur l'élaboration d'un catalogue illustré des représentations de Marie-Madeleine au Salon sous le Second Empire. J'ai cherché et trouvé de nombreux visuels ainsi que la localisation de certaines œuvres. Les musées royaux des Beaux-Arts m'ont par exemple fait parvenir une ancienne photographie de la mise au tombeau du peintre Mathieu que j'évoquais précédemment. Cette œuvre est roulée depuis longtemps comme de nombreuses autres, et de telles études ainsi que la diffusion des visuels pourraient participer à les revaloriser. Les études sur le salon se multiplient et cette base de données pourra être l'occasion d'échanges entre les chercheurs et de fédérer les informations récoltées. La localisation et l'accès à des visuels des œuvres exposées au salon sont nécessaires, il me semble, à une meilleure compréhension de l'art du XIXe siècle notamment. J'ai beaucoup travaillé avec la base Sherlock, mise en place par la Commission interministérielle de récollement des dépôts d'œuvres d'art. Et les œuvres exposées au salon et achetées par l'État sont souvent oubliées dans des églises ou des mairies, et les opérations de récollement permettent d'en retrouver certaines. La base Salon pourrait participer à cette valorisation. D'autre part, la base pourrait également mettre en avant ces œuvres en renvoyant au site des musées les conservant, voire à leurs fiches en ligne pour celles appartenant aux collections publiques. Une étude des albums de photographie
une étude des albums de photographie des œuvres achetées par l'État au Salon conservées aux Archives nationales et accessibles sur la base Archim, ainsi que des photographies d'Eugène Disdéry conservées au musée d'Orsay, pourraient participer à cette valorisation en adjoignant aux œuvres un visuel. Pour conclure, la base Salon m'a été d'une aide précieuse dans mon travail. Elle a encouragé mes recherches sur un espace encore assez peu documenté, en le rendant plus accessible. L'existence d'une telle base est également très stimulante, car elle permet de rassembler les chercheurs travaillant sur ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'en profite pour remercier vivement tous les intervenants de cette fin de journée, et puis aussi ceux qui ne sont pas venus à l'estrade mais qui ont beaucoup contribué à l'existence de la base, Chantal Georgel, Antoine Courtin, Eliane Achat, et puis au musée d'Orsay aussi, c'est un projet qui a mobilisé, qui mobilise toujours plusieurs services. Voilà, je remercie particulièrement Sylvie Julet, Jérémy Chevrier, Françoise Lecause, Agnès Marconnet. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Même si, à mon avis, on n'a plus le temps. Oui, je voulais. Mais je suis à votre disposition. Merci Ophélie. Juste vous préciser une chose, c'est que donc, étant donné les circonstances, donc la nocturne est annulée ce jeudi, c'est le jour de nocturne, et donc nous avons déjà dépassé notre temps. Je crois qu'on a été un peu gourmand pour cette première journée d'études sur la recherche. On a vu un peu trop d'invités, même si, mais bon, on n'a jamais un trop grand cœur, mais en tout cas, on aimerait bien vous écouter tous un peu plus longtemps. Donc c'est le début d'une longue série, j'espère, de rencontres autour des questions de recherche. Je remercie infiniment les invités que nous avons conviés d'avoir accepté notre invitation. Je remercie beaucoup la technique parce que ça a été très acrobatique de faire se succéder beaucoup d'interventions assez rapides. Et je demande pardon à Ophélie parce qu'on a réduit d'une demi-heure cette présentation de base Salon qui a été quand même le prétexte pour nous pour traiter de ces questions de recherche. Merci à tous et merci de votre attention.